merci à tout le monde. Et voilà, sans plus tarder, Monsieur le directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Madame la présidente de l'Alliance pour l'immigration, le leadership et le développement, Monsieur le directeur général du Bureau de prospective économique, Monsieur le modérateur, Madame la coordinatrice du REMIDEF, chères participantes et chers participants. Bonjour et bienvenue. C'est un honneur pour moi de co-organiser avec le REMIDEF cet e-panel sur la gouvernance de la migration au Sénégal. Qu'en est-il de la politique migratoire nationale? Et je vous remercie vraiment pour cette collaboration. Et pourquoi ce panel? Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme démocratie, dans lequel les questions liées aux migrations occupent une place de choix, la Fondation Heinrich Böll de Dakar avait commandité une étude bilan sur les projets et programmes migratoires au Sénégal de 2005 à 2019. Cette étude était intitulée « Une avalanche de financement pour les résultats mitigés ». L'étude a permis de faire le bilan des politiques migratoires en mettant l'accent sur leurs impacts réels sur les projets migratoires des groupes cibles, notamment en termes d'allocation des investissements. En outre, cette étude a montré que la gouvernance de la migration au Sénégal connaît diverses orientations avec une gestion suivant très souvent l'agenda et les préoccupations et budgets alloués par les partenaires au développement, c'est-à-dire l'Union européenne, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et d'autres bailleurs. D'où les résultats mitigés selon les résultats de l'étude citée plus haut. Selon cette dernière, le contexte institutionnel est marqué par un éparpillement des interventions, une diversité des acteurs et une instabilité dans la gouvernance des migrations avec des interventions ponctuelles qui ne s'alignent pas sur les stratégies de l'État et ou sur les instruments de planification des territoires affectés. En 2018, le Sénégal a validé techniquement sa politique migratoire nationale, comme vous le savez tous mieux que moi. Toutefois, depuis lors, ce document tarde à être mis en œuvre, malgré de nombreux plaidoyers suscitant beaucoup d'interrogations, à savoir si cette situation était liée à l'instabilité institutionnelle dans le secteur, avec les nombreux changements notés au niveau des structures en charge de la migration, comme par exemple la dissolution de la primature, beaucoup de changements au ministère des Affaires étrangères et également au ministère de l'Économie et du Plan et de la Coopération qui avait piloté le processus d'élaboration de la dite politique. Ou bien est-ce un problème de volonté politique? Ou bien est-ce que la question migratoire est elle-même prioritaire pour l'État? Toutes ces interrogations ont motivé la Fondation Heinrich Böll ensemble avec REMIDEF d'organiser cet e-panel qui sera une opportunité d'échanger sur les enjeux liés à la gouvernance de la migration au Sénégal en vue de relancer la politique migratoire nationale. Donc, cette rencontre est juste une première étape et je suis très contente et très heureuse qu'on a pu organiser cette rencontre en ligne malgré le contexte actuel qui est quand même difficile pour tout le monde. Et c'est vraiment juste une première étape qui nous permettrait de poser les bases d'un dialogue afin de trouver des solutions pérennes et adaptées aux enjeux de développement du Sénégal. Je vous souhaite alors à toutes et à tous des débats instructifs et des échanges riches. Merci beaucoup pour votre attention. Abissa, Abi, vous avez la parole. Je tiens d'abord à vous adresser mes salutations les plus chaleureuses et vous remercie de votre participation à ce panel. Et la société civile, donc, dont le REMIDEF, a toujours porté le plaidoyer auprès des autorités. L'État, à travers le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, mais aussi à l'Assemblée nationale avec les députés, surtout les députés de la diaspora, avec le Haut Conseil des collectivités territoriales, nous avons toujours rappelé le processus d'élaboration de cette politique nationale et là où nous en sommes, pour un peu activer la validation politique du document. Il est important de rappeler que le REMIDEF, dans sa mission de renforcement de capacité de ses membres, dans son rôle de plaidoyer, d'alerte et de veille,
a participé activement au processus de réflexion sous la coordination de la direction du développement du capital humain du ministère de l'économie et des finances à l'époque. Donc, malgré quelques réserves que nous avions formulées sur l'approche qui a été utilisée, le REMIDEV a pu quand même mobiliser ses membres qui ont travaillé dans les 4 commissions thématiques. Ainsi, de même, en collaboration avec le Forum social sénégalais, la 8e édition, tenue en fin mars 2016, avait permis d'organiser des concertations citoyennes sur la contribution des OFT ONG à l'élaboration de cette politique. C'est ainsi que nous avons élaboré un document qui a été remis au comité de rédaction du document au niveau du ministère. Donc, pour dire que des moyens importants ont été déployés, si on parle de moyens, c'est en termes de ressources humaines et d'énergie aussi, du temps, mais aussi des ressources financières ont été déployées pour adopter un texte techniquement. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on attend sa validation politique et je pense qu'il serait dommage quand même que ce travail puisse rester ainsi, en tout cas sans suite, et ne puisse pas être finalisé. C'est pourquoi, donc, nous remercions vivement Mme Isha Zigelmayer et toute l'équipe de Indicibles pour avoir, en tout cas, initié ces échanges. Et au nom du REMIDEV aussi, nous tenons à remercier nos intervenants et notre modérateur qui, malgré le contexte difficile et leur emploi du temps chargé, ont tenu à partager avec nous leur expertise dans les plus hautes sphères de décision de l'État du Sénégal et des institutions nationales et internationales. Donc, je veux nommer Madame la ministre, le professeur Ndioro Ndiaye, que nous connaissons tous, son Excellence Christophe Assogba, le docteur Moubarak Oulal du gouvernement et notre professeur Bouba Diop, président de Falaye, qui est aussi membre du REMIDEV. Donc, je pense que les échanges que nous aurons, certainement, et j'en suis sûre, pourront nous ouvrir la voie pour qu'on puisse avancer en tout cas vers l'essentiel. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, ce qu'on va demander à nos panélistes, c'est, tout en tenant compte des acquis, mais aussi du nouveau contexte, d'avancer. Vous avez dit que nous voulons échanger sur les difficultés à adopter une politique efficace. Vous voulez qu'on revienne sur le document validé, qu'on puisse vous proposer des amendements, des améliorations. Le schéma qui est aujourd'hui déployé, la plateforme électronique, avec des espaces numériques, que ce soit au centre de Bob, à la fondation ou dans nos différentes maisons, ce défi technologique, je pense, qu'a été relevé, il doit être maîtrisé. L'essentiel, c'est de permettre à M. Assogba, directeur de cabinet du secrétaire d'État aux relations extérieures, donc au ministère des Affaires étrangères et du Sénégal de l'extérieur, Madame professeure Ndioro Ndiaye, conseillère du président de la République sur l'immigration, et j'ajoute aussi ancienne ministre et actrice dans le mouvement ONG, puisque nous partageons même quelques espaces dans le mouvement associatif. Monsieur Moubarak Lo, directeur général du bureau de prospective économique universitaire, qui a une riche expérience gouvernementale depuis plus de 20 ans, nous allons leur demander donc d'apporter leur input et après leur intervention, mesdames, messieurs les participants, on vous donnera la parole. Donc je donne la parole à M. Christian Aksoba qui va intervenir. Christian, vous avez la parole. Merci, professeur. Je voudrais également remercier tous les participants à ce webinaire. C'est vraiment un plaisir pour moi d'y prendre part au nom du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, particulièrement au nom du cabinet du secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. Donc, nous intervenons aujourd'hui à la demande du REMIDEV, mais également de Mme Isha Zigelmayer, sur la question de la politique nationale de la migration, l'adoption de la politique nationale de la migration,
qui est une question assez sensible et qui préoccupe à juste titre, parce que voilà, tout le travail a été fait jusqu'en 2018. Et de 2018 à 2020, nous sommes un peu dans une situation de latence et qui inquiète parfois, qui suscite des interrogations à juste titre, dans la mesure où, selon les informations que nous avions, le Sénégal était très en avance au moment de la conception de cette politique. Mais aujourd'hui, je crois que nous sommes très, très en retard par rapport aux pays qui ont officiellement adopté leur politique nationale migratoire. Alors, le professeur Bouba Diop a souligné un certain nombre de faits qui justifient effectivement le retard, qui peuvent quelque part expliquer le retard. Également, la représentante du Remidev l'a également fait. Il s'agit quelque part des bouleversements institutionnels que nous avons eus, je n'ose pas dire instabilité, mais en tout cas des changements au certains de nos départements ministériels, notamment au ministère des Affaires étrangères, particulièrement également au niveau de la Direction générale d'appui au Sénégal de l'extérieur. Et les perspectives que nous avons, je n'ose pas dire inquiètes, non, pas du tout. Aujourd'hui, en matière de gestion migratoire, nous avons le ministère des Affaires étrangères qui est la porte d'entrée, le ministère de l'économie et du plan qui travaille également avec nous, le ministère de l'Intérieur, et bientôt nous aurons un autre ministère qui va être intéressé sur les questions migratoires, c'est le ministère de l'Environnement, parce que nous sommes en train de travailler sur les questions relatives à la migration et les questions liées aux catastrophes naturelles. Donc, voilà un autre ministère qui va également intervenir, qui va devenir un acteur essentiel sur les questions migratoires et qu'il ne faudrait pas négliger. Donc, c'est dire que de plus en plus, la question migratoire étant un enjeu, étant également une problématique, beaucoup de départements ministériels, beaucoup d'acteurs trouvent un intérêt, trouvent action à agir sur cette question. Le constat est là. Depuis 2018, nous avons un document de politique nationale migratoire qui a été techniquement validé, mais politiquement, on n'a pas une validation, on n'a pas une approbation. Pourquoi? Alors, je voudrais d'ores et déjà rassurer certains parmi nous pour leur dire qu'il y a 2 mois de cela, le dossier a été soulevé en Conseil des ministres. Et le chef de l'État a demandé au ministre de l'Économie et au ministre des Affaires étrangères de retravailler sur ce document, eu égard à un certain nombre de situations et de faits qui se sont passés de 2018 à 2020 pour qu'on puisse avoir un document qui réponde réellement aux enjeux, qui réponde réellement aux préoccupations, mais qui prend également en compte un certain nombre d'instruments juridiques internationaux qui ont été adoptés depuis lors. Alors, nous avons eu entre-temps le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Au Sénégal, nous avons eu également à avoir, via la coopération espagnole, un projet ou un programme de gouvernance inclusive de la migration et du développement. Ce sont des instruments qui doivent être mis, ou qui doivent être, tout autant pour moi, être capitalisés dans la politique nationale migratoire que nous avons eue, dans le document que nous avons déjà, qui a été validé techniquement. On ne peut pas faire abstraction aujourd'hui du pacte mondial et de toutes ses recommandations et de toutes les obligations qu'il fixe à notre pays qu'il a signé. On ne peut pas également passer outre toute l'expérience que nous avons aujourd'hui dans ce que nous appelons la migration circulaire, mais également dans ce que nous considérons comme étant très capital, très important, l'expérience acquise en matière de gouvernance et migration et développement. En s'agissant de la migration circulaire, nous avons une expérience aujourd'hui avec l'Espagne, qui n'est pas fort, malheureusement, très reluisante. Il s'agit tout simplement de s'inspirer de l'exemple des Marocains, de prendre des saisonniers qui quittent le Sénégal pour aller travailler en Espagne et revenir pour 2-3 mois. Nous avons eu des difficultés. Nous sommes en train de travailler également sur cette phase avec l'OIM, mais cette fois-ci, il s'agit de trouver des compatriotes sénégalais qualifiés qui vont travailler dans
des structures, des entreprises européennes de 4 pays qui ont été ciblés et avoir en fait au final un retour d'expérience. Donc, toute cette orientation fait qu'aujourd'hui, nous avons besoin de réexaminer le document de politique migratoire qui a été adopté en 2018. Mieux, il y a 2-3 mois de cela, l'OIM a proposé au Sénégal de mettre en place des indicateurs de gouvernance de la migration. C'est un programme qui mobilise, si je sauf erreur de ma part, 66 pays. Et le Sénégal fait partie des 66 pays dans le monde, et le Sénégal fait partie de ces 66 pays où on essaie d'établir des indicateurs de gouvernance de la migration. Nous sommes en phase finale. En principe, d'ici le 15 septembre, on devrait valider ces indicateurs sur lesquels nous avons travaillé avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Femme, le ministère de l'Éducation, le ministère, sauf erreur de ma part, également de la Justice. Donc, autant d'acteurs qui, chacun dans son secteur, a eu à apporter ses inquiétudes, à apporter sa perspective par rapport à la question migratoire et travailler avec l'OIM pour dire voilà comment nous percevons les indicateurs qui doivent être mis en place pour avoir une certaine gouvernance, avoir un cadre qui régit un peu la migration. Globalement, je vais peut-être résumer mon intervention sur cette question en disant que la politique nationale, le document que nous avons aujourd'hui est un document bon à parfaire au regard des instruments qui ont été adoptés entre 2018 et 2020, au regard de l'évolution sur la problématique migratoire entre 2018 et 2020, mais également au regard des ambitions que le Sénégal a avec la création du cabinet du secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. Donc, il y a tout un package de préoccupations, de questions qui ont émergé entre-temps et qui nécessitent aujourd'hui que nous puissions revisiter, que nous puissions réviser le document qui a été proposé en 2018. Donc, ceci a été l'instruction du chef de l'État il y a 2 mois en Conseil des ministres en demandant au ministère de l'Économie et au ministère des Affaires étrangères de retravailler le document. Donc, bientôt, nous l'espérons, les 2 ministères vont convoquer les parties prenantes pour que l'on rediscute, pour que l'on révise encore ce document. Donc, voilà, professeur, les axes en fait que je voulais développer par rapport à cette question, en rappelant que c'est une question qui est très chaude, qui est très brûlante, et en donnant également un certain crédit aux interrogations des partenaires et de tous les acteurs qui ont travaillé sur ce document et qui attendent que le Sénégal fasse, en tout cas, un effort, que le Sénégal donne des gages, je dirais, que le Sénégal donne un peu une certaine confiance à ces acteurs pour leur montrer que la question migratoire est une question assez sensible, assez préoccupante, parce que pour éviter de penser également que c'est une question qui est reléguée au second plan et que voilà, on travaille juste sur l'actualité, on travaille juste sur les feux de l'actualité, mais nous avons un cadre bien précis sur lequel nous voulons travailler et nous l'espérons bientôt, nous allons pouvoir faire quelque chose et faire avancer la question. Je vous remercie, professeur. Merci, M. le directeur, pour avoir apporté ces éclairages, non seulement sur le passé, mais encore sur le présent et l'avenir, avec des repères dans le temps et dans certains espaces. Parce que vraiment, vous avez été aussi très respectueux concernant le timing, les 15 minutes. Sans tarder, je donne la parole à ma collègue, à ma sœur, Madame Professeure Ndioro Ndiaye, présidente de l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement. Madame Ndiaye, vous avez la parole. Donc, je suis ravie de retrouver Bouba, de retrouver également un de mes compagnons de travail que j'apprécie beaucoup, Moubarak Lo, qui est très, très connu, bien entendu, dans le monde du développement, mais aussi dans le monde de la migration. Et puis, je suis contente d'avoir eu à travailler avec lui, justement dans ce document-là. Certainement, lui-même, il reviendra. Nous avons eu à intervenir
tous les deux et sous sa coordination à redresser un peu les choses dans ce document-là. Moi, je voudrais pas revenir sur les efforts qui sont faits. Tout le monde le sait. Mais je veux dire, Christian, ici, que vous savez, quand un document est validé techniquement et tarde à l'être politiquement, c'est qu'il y a un os quelque part. Il faut qu'on soit conscient de cela. C'est pas seulement la lenteur du travail gouvernemental. Ce n'est pas parce que le gouvernement aussi est au courant. Le gouvernement aussi suit ce que ces experts font. Et s'il n'y a pas eu de mouvement d'achèvement de ce document de politique nationale qui a été drafté avec tellement d'efforts par le ministère du Plan, donc la direction du capital humain, tellement d'efforts et pendant combien de temps, c'est qu'il y a un os quelque part. Je dis également que si on semble dépasser dans l'implémentation de l'outcome, du premier outcome de ce document, qui est en fait ce compendium de projets et de programmes auxquels ce document de politique a abouti. Parce que ce n'est pas autre chose que cela. Ce n'est même pas un document de politique et je m'excuse auprès des personnes qui m'écoutent. Le document que nous avons et que nous présentons comme un document de politique n'en est pas un. Parce qu'un document de politique ne peut pas être un cumul de projets et de programmes qui ont été créés en fonction des besoins des différents secteurs du management de la migration et qui ont été financés par soit le niveau national, le budget national pour un peu, mais pour beaucoup par la coopération internationale, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale. Ces projets ont été financés et sont en train d'être implémentés, ils sont en train d'être mis en œuvre, même si beaucoup n'ont pas été évalués comme le rapport de M. Dimé l'a fait sortir pour la Fondation Frédéric Ball. Donc, il y a un souci que nous devons juste prendre en compte et nous dire que pour que le pas supplémentaire soit fait, il faut qu'on facilite la vie aux gens. Comment on peut faciliter la vie aux gens? C'est qu'on soit plus conforme aux exigences du politique. De politique qui a été le plus absent dans ce domaine, malgré, bien entendu, les efforts qui ont été faits par le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Moi, le premier os que je relève ici, Christian, et j'aimerais bien que vous en soyez l'interprète auprès de monsieur le ministre délégué, c'est que ce document de politique qu'on nous propose, ce document de travail qu'on nous propose, aurait pu être refondu, ce qu'on a essayé, Moubarak pourra vous en parler quand il prendra la parole, qu'on refonde ce document en tenant compte de la vision. Vous avez dit avant la fin de votre allocution qu'on cherche à mettre à jour là où nous en sommes au plan international et comment on peut harmoniser ce qui se passe au plan international par rapport au niveau national, donc du global au local. Il nous faut arriver à mettre à jour avec les instruments nouveaux qui sont nés depuis 2018 au plan régional, au plan sous-régional, mais également au plan global tel que le pacte mondial, mais tel que également les nouvelles orientations du Forum mondial sur l'immigration et développement, beaucoup d'autres instruments, y compris les instruments des Nations Unies qui sont créés. Eh bien, comment on peut harmoniser le contenu du texte avec
les exigences nouvelles au plan international et, que nous vivons. Je pense que le gouvernement est tout à fait sage de demander à ce que le document qui est présenté reflète bien ses préoccupations et surtout le comportement et le bon vouloir du Sénégal par rapport à ces nouvelles exigences au plan international. Et enfin, un aspect, Christian, que vous n'avez pas soulevé, c'est la question du labor migration, la question du travail, l'organisation du travail de nos Sénégalais à l'étranger. Comment les entreprises de recrutement viennent chez nous, recrutent du personnel, les ramènent dans leur pays. Vous avez parlé un petit peu de la migration circulaire avec le Maroc, mais le Maroc est un cas particulier dans l'agriculture. Mais on a d'autres exemples dans d'autres domaines où peut-être le Sénégal pourrait être beaucoup plus illustré que dans l'agriculture. Dans le domaine intellectuel, dans le domaine de l'université, par exemple. Ça, on n'en parle pas. Et on a une plus-value à apporter dans ce débat-là. On a énormément à apprendre, mais énormément aussi à recevoir. Mais il faut que le gouvernement soit maître d'œuvre. Et c'est mon dernier mot. Moi, je suis de la société civile, où je travaille avec beaucoup la société civile, mais je suis convaincu et je reste convaincu que c'est à l'État d'être le maître d'œuvre. C'est à l'État de donner de donner la direction. Il faut donc dans l'État des personnes fortes, des personnes qui sont bien formées, qui savent comment donner les arguments, non seulement par rapport à leurs concitoyens, mais par rapport à leurs partenaires au développement, par rapport à leurs partenaires à l'extérieur. Et tout ce qu'on a, le désordre que nous avons dans notre gouvernement, où il y a énormément d'acteurs selon les spécificités ou selon les intérêts des uns et des autres, qui ne soient pas coordonnés, qui ne produisent pas d'actions cohérentes. Ça, Christian, on perd nécessairement. Vous avez dit au début que nous étions les premiers à avoir initié une politique de migration. Eh bien, nous ne sommes pas les derniers, non, mais on peut mieux faire. Il faut absolument qu'on redresse la barre et qu'on puisse dire maintenant ce que nous voulons, comment nous le voulons et avec quoi nous le voulons. Mais c'est au gouvernement de le dire, encore une fois. Ce n'est pas à la société civile, c'est au gouvernement de dire, parce que c'est le gouvernement qui est le maître d'œuvre et c'est le gouvernement qui rend compte. La reddition de compte de la gestion de la migration incombe au gouvernement du Sénégal. Je vous remercie. Merci, Madame la professeure Ndioro Ndiaye, non seulement pour l'empathie que vous avez exprimée dans le cadre de ce sujet, comme je l'avais dit en indiquant au départ, c'est un sujet très sérieux, très douloureux, mais un sujet aussi passionnant. Et merci aussi pour la pensée critique dont vous avez fait preuve et aussi pour les suggestions que vous avez faites en termes de méthodes, en termes d'utilisation des moyens, en termes d'arbitrage et aussi le clin d'œil que vous avez fait pour ce qui est de la dialectique entre la technicité et la politique. Donc, Moubarak, vous avez la parole. Je salue tout le monde, je salue Christian, bon, donc heureux de vous retrouver. Je salue également Madame Ndioro Ndiaye. Je pense que c'est un partenaire avec lequel nous travaillons depuis plusieurs années. Moi, je l'ai connu tout jeune quand j'étais conseiller du Premier ministre, dans les années 90, quand il était ministre des Affaires sociales déjà. Et on a eu à travailler sur ce dossier et sur d'autres dossiers. Effectivement, on faisait partie du même groupe de travail et moi-même, jusqu'à l'année dernière, j'étais l'économiste en chef du Premier ministre, donc j'étais chargé dans le cadre du comité de coordonner, disons, le comité de pilotage qui était chargé de mettre en place ce document. Et donc, je suis heureux que ce document revienne. Je salue également mon ami Bouba Diop, qui est un Sénégalais qu'on ne présente plus. Et donc, j'étais très fier de savoir que c'est vous qui modériez ce panel. Donc, je vais essayer en quelques minutes de donner également quelques mots. Le premier, c'est de dire que
ce document, il faut qu'on l'adopte. En même temps, il faut qu'on le revisite. Parce que 2018, c'est pas loin, mais en même temps, il y a eu le PSE qui a été adopté entre-temps. Il y a eu pas mal également d'innovations au niveau international dans le dossier de la migration, même au niveau africain, avec l'initiative de l'Union africaine, le dialogue avec l'Union européenne. Donc, il faut tenir compte de tout cela. Et donc, je pense qu'il faut absolument se revoir et essayer d'enrichir de nouveau le document et de voir comment l'adapter au contexte actuel et ensuite peut-être corriger certains éléments qui méritent d'être corrigés. Aujourd'hui, il y a, disons, deux problèmes fondamentaux qui méritent, disons, arbitrage. Le premier, Mme Diorognaï en a parlé tout à l'heure, c'est l'approche. Est-ce que la vocation du document, c'est d'être, disons, un compendium de projets à mettre en œuvre? Donc, c'est une vision, mais on peut avoir une autre vision. Donc, il faudra qu'on tranche sur l'approche. Quelle est la bonne approche? Est-ce que ça doit être un document de projet, en quelque sorte, ou qui fusionne, disons, un certain nombre de projets? Donc, il peut avoir derrière un grand budget avec des projets qu'il faut exécuter. Donc, ça n'a pas été tranché en 2018 et je pense que le fait que le document revienne permettra sans doute de voir quelle est la bonne approche. Deuxième élément, c'est le cadre institutionnel. Là également, je sais qu'à l'époque, on n'avait pas eu de consensus sur le bon cadre institutionnel. Et je pense que c'est ces deux éléments qui ont peut-être retardé l'adoption de ce document au niveau politique. Parce que nous, à la primature, on était prêts. En tout cas, on attendait que le ministère de l'économie et des finances nous transmette le document du conseil interministériel, mais on l'a jamais reçu. Donc, disons que ce n'est pas, en tout cas au niveau de la primature ou de la présidence de la République, c'est parce qu'on n'a pas reçu le document. Et donc, sans doute, ces arbitrages qui n'étaient pas clairs sur ces deux éléments n'ont pas facilité la transmission au niveau du ministère. Et donc, ce n'est que partie remise. Donc, apparemment, aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères est devenu, disons, très présent sur le dossier. Donc, ça permettra peut-être de rééquilibrer certaines choses. Mais le ministère chargé du plan également a son mot à dire. Parce qu'aujourd'hui, dans les axes de travail du gouvernement, ce que nous privilégions, disons, c'est l'institutionnalisation des initiatives dans les politiques publiques. Au lieu d'en faire des initiatives ad hoc, c'est de les institutionnaliser dans les politiques publiques. C'est-à-dire la question migratoire doit être gérée de manière transversale et horizontale. Il faudrait que systématiquement, tous les ministères dans les politiques publiques qui sont conçues et mises en œuvre intègrent la problématique migratoire. Donc, ça doit être aussi importante que la problématique genre, la problématique emploi, la problématique jeunesse, la problématique environnementale. Donc, toute la bataille aujourd'hui, pour moi, ce serait de veiller à cette institutionnalisation de la question migratoire à travers toutes les politiques publiques. En tout cas, nous sommes disponibles pour accompagner, même si on n'a plus de Premier ministre, mais le travail gouvernemental continue. On est toujours au secrétariat général du gouvernement. Donc, nous sommes prêts. Et moi, je n'ai pas besoin d'autorisation pour faire ça. Nous sommes prêts à mettre des ressources à la fois humaines, mais également financières pour accompagner dans les prochains mois la mise à jour du travail qui a été fait en 2018 et également appuyer les ateliers et les concertations. Donc ça, c'est une offre concrète que je mets sur la table et nous sommes tout à fait disponibles également pour apporter un soutien politique sur le faux, en tout cas dans le cadre du dialogue qu'on pourrait entretenir avec les instances supérieures de l'État, en tout cas à ce dossier-là. Donc voilà ce que je voudrais dire. Je vous remercie encore une fois de m'avoir associé à ce panel. Merci, Monsieur Moubarak, pour le cadrage et surtout les principes que vous avez mis en avant et également les indications stratégiques qu'il faut et aussi les suggestions concernant la coordination, les moyens et merci aussi pour l'optimisme que tu as déployé et également pour l'offre que tu viens de faire. Je crois que ce n'est pas
entrer dans l'oreille des sourds et que, ma foi, parmi les conclusions, cela va être donc bien développé. Les questions maintenant qu'on a, d'abord, avant de donner la parole, voilà les questions qui sont venues par écrit. Kodouloum, journaliste à la radio Oxygène, pose la question suivante. Nos 3 panélistes prennent note. Est-ce que la politique migratoire sénégalaise prend en compte la migration interafricaine? Bon, je pense que tout à l'heure, quand je donnerai la parole, on va faire l'inverse. On va commencer par Moubarak, ensuite Ndioro qui sera toujours au milieu et Assoba va terminer. Donc voilà une première question. De toute façon, vous verrez comment vous répartir. Alors, deuxième question, quelle est la place des migrations au niveau local? Y a-t-il un link avec les collectivités locales? Bonne question, et les acteurs locaux. Monsieur Badara Ndiaye, président ONG Diadem, pose la question suivante. Félicitations au professeur Ndioro Ndiaye pour cette très belle prise de parole sur la migration du travail et sur le document lui-même. Est-il utile d'avoir un document de politique migratoire à l'examen de ce que je vois au niveau régional? Il me semble approprié de combiner une vision commune sur les migrations et construire des politiques sectorielles. Exemple, politique d'engagement de la diaspora alimée au PSE, politique de labor migration. Voilà donc M. Badara Ndiaye qui a posé ces questions. Joe Maron, journaliste RFM, analysant les cas de meurtre des Sénégalais, des cas qui, malgré l'ouverture d'enquête, ne donnent pas satisfaction aux familles des victimes, peut-on véritablement parler de politique migratoire nationale? Voilà cette question de Joe Maron. Moustapha Kemal Kébé, chargé de programme, il pose 2 questions. Pensez-vous que si le document de politique doit être remis à jour et validé politiquement, faudrait-il passer après un conseil présidentiel ou un conseil interministériel? Je crois que là, Christian ou Moubarak pourront tout à l'heure répondre. Alors, deuxième question, étant un domaine transversal, suite à sa validation, quelle structure devra être mise en place pour la coordination? Alors, maintenant, vous avez pris ces questions. Parmi ceux qui voudraient intervenir, Moustapha, est-ce que vous pouvez donner la parole à M. Abdourahmane Ngaïdé, député diaspora, qui va intervenir? Comme ça, après, on revient à nos panélistes. M. Ngaïdé, Moustapha, tu peux lui donner. Merci, Ngaïdé. Voilà, merci, professeur Diop, et merci à notre maman Ndioro, et à notre cher Moubarak, et notre Excellence, le docteur de cabinet du secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur. Voilà, l'année dernière, au mois de mai 2019, nous avons été invités par la direction des Sénégalais de l'extérieur, on avait un séminaire à Saly, dont c'est le secrétaire d'État qui présidait. On nous avait mis au courant de cette politique, on nous avait instruit sur cette politique de migration, mais nous avons été surpris de ne pas voir de Sénégalais de l'extérieur. Quand je dis Sénégalais de l'extérieur, ce n'est pas les enseignants ou les autres qui ont servi à l'extérieur, mais c'est les Sénégalais qui travaillent à l'extérieur de la diaspora. J'ai remarqué aussi qu'il n'y a qu'une seule parlementaire qui était venue comme freelance personnel, Madame Awasek, qui était venue d'elle-même, mais nous avons remarqué que les autres, dont la majorité qui était concernée par cette politique, n'étaient pas impliqués dedans. Maintenant, c'est bien beau de dire que c'est bien que le président demande qu'on revoie le document et que le secrétariat d'État essaie de revoir le document. Mais quand on revoit encore le document, il faut associer à ceux qui cette politique est destinée. Mais ce que nous avions remarqué jusqu'à présent aussi, que cette politique, elle a été financée par l'Union européenne, avec l'Italie, avec l'Espagne, avec la Belgique. Et c'est l'OIM qui avait piloté ces concertations. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, je voudrais que les secrétariats d'État puissent, avec maintenant, comme ils sont en train de revoir le document, avant que le document n'arrive à l'Assemblée nationale, parce que je vous garantis que si ce document, à l'état actuel, quand il arrive à l'Assemblée nationale, moi, personnellement, je ne vois pas, pour ma fille,
qui est né à l'étranger, je ne vois pas ce qui la concerne dans cette politique de migration. Je vous remercie. Merci, Gaïdé Ndiarama. Maintenant, sans tarder, vraiment, merci pour votre input et les questions pertinentes que vous avez posées. Donc, Moubarak, tu as la parole. Oui, je commencerai par le dernier intervenant. Je pense qu'il a parlé avec le cœur et je l'ai trouvé très pertinent parce qu'effectivement, on ne peut pas faire une politique sur la migration sans inclure les migrants dans la définition de la politique. Je pense que c'est un minimum et à la limite, il doit être au cœur de la définition, de la mise en œuvre. Je me rappelle en 2012, quand je conseillais le président de la République quand il était candidat, on avait reçu une contribution, la diaspora, un document que je conserve toujours dans mes archives, qui fait 50 pages, qui était tellement puissant que je vais sans doute partager avec son Excellence Augustin, pour qu'il le partage avec son ministre, peut-être qu'il l'a. Mais je pense que ce document, ça permet en tout cas de relever toutes les suggestions de la diaspora, mais partant de leur situation particulière à l'étranger. Donc, je pense qu'il faut consulter toutes les diasporas, pas seulement les diasporas en Europe, mais également en Afrique, en Amérique et en Asie. C'est ça qui permet d'avoir une bonne politique, parce que c'est d'abord au niveau même de la conception qu'il faut s'assurer de la qualité de la politique, parce que c'est ça qui va donner de la pertinence aux orientations du document. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette suggestion. Il faut les associer également, si ça doit aller à l'Assemblée, associer également les députés de la diaspora dans le cadre de son adoption. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, peut-être sur des questions particulières, comme il n'y a plus de Premier ministre, on ne peut plus avoir de conseil interministériel. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, on ne peut avoir que ce qu'on appelle des conseils présidentiels. En tout cas, c'est très rare dans notre fonctionnement gouvernemental qu'on puisse demander à des ministres de se réunir entre eux avec un ministre qui coordonne. Je ne l'ai jamais vu. Donc, forcément, ce sera des réunions au niveau de la présidence. C'est un choix qui a été fait par le président de la République. Donc, il faudra faire vivre. Donc, si ce document doit être adopté, ce sera dans le cadre d'un conseil présidentiel. Le troisième élément, sur la coordination, je pense que c'est un peu trop tôt pour en décider ici ou pour en parler. Comme nous avons accepté tous ensemble de nous orienter, peut-être sous le leadership du ministère des Affaires étrangères, pour la refonte de ce document. En tout cas, nous, encore une fois, nous sommes disponibles pour appuyer. Je pense que dans le cadre de cette réflexion, on pourra sans doute revenir sur le cadre institutionnel. Bon, je sais que Nyoro est très expérimenté, il pourra également nous orienter, vu son expérience à la fois dans le pays et à l'étranger. Bon, pour le reste, je pense que l'important, c'est de rouvrir le dossier et donc tous ceux qui souhaitent intervenir, de pouvoir les inclure dans la discussion et donc garantir vraiment un document de qualité et équilibré, qui ne soit pas très lourd, mais qui prenne en compte les préoccupations de tout le monde. Donc, je vous remercie encore une fois de m'avoir invité et je suis totalement disponible. Je dis totalement, je ne pèse pas mes mots pour ce qui concerne la suite de ce travail. C'est à moi, Bouba? Oui, c'est à toi, Nyoro. Voilà, merci beaucoup, merci. Je voudrais intervenir sur deux points. La question de l'institutionnalisation de la gestion de la migration, la question de la coordination. Et comme on n'a plus de primature, qu'effectivement, c'est juste, il va falloir un conseil présidentiel avec un document politique à ce moment-là, de politique migratoire, à discuter pour qu'on sorte une esquisse de plan d'action à partir de cela. Et puis qu'on ait également une idée de comment on va coordonner
la mise en œuvre de ce document-là. Et vous avez raison, Moubarak, de poser cette question-là. La coordination d'une telle action ne peut pas être confiée à un ministère sectoriel. Tout à l'heure, dans ma première intervention, j'avais dit que les ministères du plan, ils ont la faveur dans un gouvernement d'aider à formuler les politiques sectorielles ou même à formuler les politiques sectorielles à remettre à la disposition des secteurs concernés. Rappelez-vous le PDRH, rappelez-vous les politiques de population. Ce n'est pas parce que le ministère du Plan a été en poupe et dans la formulation de ces documents-là que le ministère du Plan a eu à implémenter ces politiques. Ce qui se passe ce qui est vrai pour ce ministère, l'est vrai pour les autres ministères en ce qui concerne la migration. Je le dis et je le redis à chacune de mes interventions. J'ai dit aussi que les affaires étrangères n'ont pas une vocation à coordonner une politique de migration. Ils ont la diaspora. La diaspora, c'est une partie de la migration. C'est une partie de la question migratoire. Donc, et vous savez, je sais que vous avez affaire. Je sais que vous avez affaire, ne serait-ce qu'avec ce secteur-là. Vous avez affaire pour répondre à toutes les interrogations de la diaspora. M. Gaïdé est un exemple qui vient de nous être donné. Et si vous regardez ce qui se passe en Inde, par exemple, où la diaspora a un ministère plein et un ministère, je vous assure, qui est très, très influent par rapport aux autres ministères qui co-gèrent la migration. Par exemple, aux Philippines, c'est le ministère du Travail qui est très, très bien interpellé pour ce qui est de la diaspora. C'est vous dire, encore une fois, qu'au plan institutionnel, la coordination de cette politique ou de ce document de politique, s'il y en a un, ne peut pas revenir à un ministère sectoriel. Il faut soit la primature, et je l'avais dit à l'époque, Moubarak, tu étais témoin, j'avais dit à l'époque que la coordination d'une politique migratoire ne peut être logée qu'à la primature ou à défaut à la présidence de la République. Parce que c'est là où l'on est équidistant de l'ensemble des intérêts de tous les ministères qui interviennent dans la migration. Voilà, moi je suis ravi d'avoir pu intervenir, Bouba, à tes côtés, à côté de Moubarak, à côté de Christian et de Abi. Et je crois qu'il y a beaucoup à faire. Si Rémi Dev le veut bien, et les affaires étrangères également, on peut continuer la réflexion, mais je veux juste secouer le cocotier en disant que il est temps, parce que faire un document de politique en 2018, on est en 2020, et je vous assure, il s'est passé énormément de choses entre-temps. C'est des chiffres qui sont obsolètes, c'est des chiffres, il faut qu'on en parle, il faut qu'on soit capable de donner des données, accurées données, que l'on peut utiliser pour que les politiques telles que les affaires étrangères prennent les décisions qu'il faut. On ne peut pas se baser sur des événements passés ou faire des évaluations approximatives pour prendre des décisions politiques. Et là, vraiment, le gouvernement sénégalais est attendu dans ce domaine-là. Je vous remercie. Merci, Ndioro. Tu as parfaitement raison. Il faut secouer le cocotier. Avant de donner la parole à Christian, je signale qu'il y a eu beaucoup d'autres questions, mais je vais les dire rapidement. Fatou, qui dit bonjour à tous et à toutes. Merci, félicitations aux experts ainsi qu'aux modérateurs. J'ai quelques questions. Qui doit approuver le document de politique nationale d'immigration? Le gouvernement, l'Assemblée nationale? Quelle sera sa valeur juridique? Comment les estimations des immigrés sénégalais dans la lettre de politique sectorielle des Sénégal de l'extérieur en 2006, entre 2 500 000 et 3 millions d'individus. Tout cela, où est-ce qu'on en est? Bon, c'est vrai, Moubarak a déjà parlé, mais ce n'est pas grave, Moubarak pourra envoyer une note pour dire ce qu'il pense de tout cela. Alors, autre question, c'est Céliba. Quelle sera l'offre du ministère de l'économie du plan suite à celle de Moubarak Lo? Professeur Papsaho, je crois que c'est mon collègue de géographie. Une autre question est le portage des projets qui sont dans le programme prioritaire. Kodouloum. Ma dernière préoccupation est axée sur les données. Au-delà de l'OIM, quelles sont les organisations qui réalisent des enquêtes approfondies sur les données? Enfin, je ne peux pas ne pas donner la parole à un représentant
des travailleurs immigrés, des centrales syndicales, M. Malik Sy, qui a des choses à dire. Malik, vous avez la parole. Voilà, ok. Merci donc pour cette heureuse initiative. Je pense que la CNTS, je suis là en tant que représentant de la CNTS. La CNTS est à l'aise pour participer à ce débat. Parce que comme on l'a évoqué, la question de la migration, ce n'est pas une question uniquement de droits humains, de droits économiques. C'est aussi une question fondamentalement de migration de main-d'œuvre. On l'a évoqué dans ce débat. Et c'est pourquoi je me dis que ce document à retravailler, ce qui est une excellente chose, doit nécessairement prendre en compte cette problématique de migration de main-d'œuvre. Et c'est là où je soutiens M. Assogba. Parce que lorsqu'il dit que dans la perspective, il faudra œuvrer à renforcer la protection des droits des migrants, renforcer la protection des droits des migrants pose une urgence aujourd'hui pour l'État sénégalais. La nécessité de la ratification des conventions 97, de la convention 143, de la convention 189, de la convention 190, des normes juridiques internationales qui garantissent ces droits des migrants. Et le tout pour dire que je suis, au nom de la CNTS, très heureux d'entendre dire que le travail va être repris. Je termine pour donner une illustration, pour dire que M. Assogba a montré que le retard est dû essentiellement est causé par les bouleversements institutionnels. Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'aujourd'hui on a dépassé ces insuffisances de fonctionnement institutionnel? Ça, c'est une question. Et l'autre question, depuis qu'ils sont là, la nouvelle équipe au niveau du ministère des Affaires étrangères, qu'en est-il de ce cadre de dialogue, de concertation qui avait été mis en place depuis juillet 2019? Nous, on nous avait demandé d'y participer. On a parlé d'un atelier où le mouvement syndical n'a jamais été associé. Donc, fondamentalement, certes, il faut reprendre le travail, mais comment, avec qui va coordonner? Si on rate le coche, je pense qu'on n'ira pas de l'avant. Merci. Merci Malik pour la compréhension. Donc, sans tarder, Moubarak prend 2 minutes. Dioro, 2 minutes. Monsieur Assogba, oui, merci beaucoup. Intervenir. Voilà, Moubarak, vas-y. Alors, merci. Je voudrais vraiment être très concret. La première suggestion serait que le ministère des Affaires étrangères initie une rencontre, parce qu'il faut bien une porte d'entrée. C'est-à-dire, mais ça ne dit pas que, ça ne dit rien sur la coordination finale et sur le contenu du document. Mais je voudrais suggérer, en tout cas de ma connaissance du gouvernement, pour qu'on aille vite, que le ministère des Affaires étrangères initie, disons, une rencontre pour reparler, disons, de cette politique migratoire. Donc, quand on sera là-bas, on verra comment enrichir tout cela. Parce qu'il faudra bien que ce soit initié quelque part. Deuxièmement, pour ce qui concerne l'intégration dans le PSE, tout à l'heure, j'ai entendu l'intervention de Mme Ndiaye que je soutiens. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur la relance de l'économie. Et vous savez que les émigrés sont très impactés par la crise en Europe. Et donc, ce n'est pas trop tard. Comme ce document n'est pas encore validé, il va falloir que le ministère des Affaires étrangères, si vous pourriez adresser peut-être une contribution, si ce n'est pas déjà fait, au ministère de l'économie sous forme de 2 paragraphes, par exemple, éventuellement quelques actions à insérer dans le document de relance pour qu'au moins ce document en parle. Sinon, moi-même, je ferai mon travail à mon niveau. Je vous remercie. Merci Moubarak. Donc, Dioro, si tu as une question avant que je donne à M. Assogba. Oui, je pense que vraiment, il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce qu'on a dit. Hein. On a déjà dit l'essentiel. Le reste, ils savent tous que nous sommes très disponibles et que nous sommes là. Si nous sommes interpellés, si nous sommes interrogés, si nous sommes invités, nous interviendrons. Si on nous invite aussi à contribuer, on le fera pour les accompagner. Je veux dire juste, vraiment, je veux insister encore sur l'institution.
sur la cellule institutionnelle, sur la cellule de coordination d'une telle action. Il y a eu tellement d'efforts qui ont été faits pour ce document-là. De 2010, c'était de 2012, je crois. En tout cas, ça a mis tellement d'années à aboutir que ce serait dommage qu'on y mette une croix. Il faut valoriser ce qu'il y a à l'intérieur, reformuler ça, retomber sur ses jambes et reformuler quelque chose de beaucoup plus actuel en intégrant toutes les nouvelles initiatives qui ont eu jour entre 2018 et 2020. En tenant compte de la COVID, de l'impact de la COVID. Moubarak n'a pas tort. Je crois qu'ajouter 2 ou 3 paragraphes là-dessus, ça va nous ouvrir aussi le chemin pour l'après-COVID et comment nous allons nous comporter. Parce que nous sommes tous en train de nous interroger. Toutes les institutions internationales sont en train de s'interroger sur comment gérer le niveau global, comment l'universel peut répondre davantage aux besoins locaux, aux besoins des pays membres, et c'est le moment d'intervenir, de dire comment nous allons faire et à quels moyens nous allons y mettre. Je félicite encore tout le panel. Je félicite Bouba, merci d'avoir été, comme d'habitude, c'était toujours le même. Et merci d'avoir été là. Christian, on apprécie beaucoup votre analyse et je sais que vous y arriverez. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Et puis, bien entendu, Moubarak qui a toujours été notre compagnon sur ces dossiers de développement et de prospective. Je crois que Moubarak, c'est aussi le moment, il ne faudrait pas qu'on termine ce document de politique nationale sans avoir ne serait-ce que quelques tendances pour alerter les différents ministères qui sont concernés par la gestion de la migration. Non seulement le ministère des Affaires étrangères et surtout lui pour sa diaspora, mais les autres ministères aussi et qui s'occupent de la gestion de la migration. On ait quelques orientations tendancielles qui pourraient aider les politiques à prendre des décisions qu'il faut pour ne pas rater le coche. Je vous remercie. Donc, M. Assoba, vous avez la parole. Merci, professeur, pour le travail de modération que vous avez fait. Alors, il nous a été posé pas mal de questions, notamment sur la question est-ce que le lien entre l'immigration et l'immigration interafricaine. Vous savez, dans la conscience collective, quand on parle d'émigration, les gens ont tendance à penser qu'il s'agit des pays du Nord. Or, les statistiques ont aujourd'hui prouvé, les statistiques ont prouvé que 60 à 70% des migrations se passent dans les pays du Sud. Notamment, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tout à l'heure, je l'ai expliqué en mentionnant les 3 axes du plan d'orientation stratégique et d'action opérationnelle que nous sommes en train d'élaborer. Le 3e axe parle de recentrage en Afrique. Parce qu'on a vu que la majeure partie de nos migrants sont en Afrique et non dans les pays du Nord. Malheureusement, ce sont ceux du Nord qui font beaucoup plus de bruit, ce sont eux qu'on entend parce qu'il y a beaucoup plus d'intellectuels, parce que. Mais aujourd'hui, la grande masse se trouve en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous faisons un recentrage sur les pays africains. Alors, la place de la migration au niveau local. Vous savez, je disais tout à l'heure, il y a des frémissements. Et croyez-moi, il y en a. En décembre dernier, nous avons pris le pari de ne pas organiser la journée internationale du migrant à Dakar. Nous avons pris le pari d'organiser cette journée à Sédhiou. Nous sommes allés à Sédhiou pour rencontrer les migrants, rencontrer les associations des migrants. Et cette journée, nous l'avons mise à profit pour faire une cartographie des associations des migrants de retour, pour avoir des interlocuteurs, savoir quelles sont leurs difficultés, savoir comment est-ce qu'ils ont vécu dans leur projet migratoire en allant et au retour. Parce que ce sont des éléments assez fondamentaux qui peuvent vous permettre également de pouvoir asseoir une certaine politique, de prendre des décisions. Donc, en allant à Sédhiou, nous avons pu voir, parce que Sédhiou, notez-le, est à côté de Kolda et à côté de Tamba, qui sont des zones de départ et de retour. Donc, ça nous permettait d'avoir une certaine idée de
comment se ficelle un peu le projet de départ et le projet de retour. Donc, c'est dire que nous sommes en train de travailler vraiment avec les collectivités locales. Après Sédhiou, nous avons été à Fatick pour rencontrer les associations de migrants. Et nous envisageons, juste avant le Covid, de partir à Kaolack. Parce que nous sommes en train de nous déployer au niveau des zones de départ pour comprendre un peu le phénomène, le projet migratoire que les gens ont et comment est-ce qu'ils arrivent à partir à travers, utiliser certains corridors, à utiliser certains moyens, entre guillemets, illégaux, irréguliers, pour pouvoir immigrer. On peut identifier les compétences et les faire venir pour travailler sur des questions, en tout cas, porter assistance, comment dirais-je, apporter leurs inputs par rapport à des projets qui sont là et après ils peuvent retourner. Parce que nous avons besoin d'une chose. Nous n'avons pas besoin de gens qui quittent leur pays d'accueil pour venir s'établir définitivement. Non. Nous avons besoin de ponts. Nous avons besoin de gens qui sont dans leur pays d'accueil, qui bénéficient de l'expertise qu'ils ont, qui bénéficient des dernières technologies qui sont mises au point et qui viennent former des gens, qui viennent partager, mais qui sont capables, après avoir partagé, de retourner pour également partager avec les pays d'accueil ce qu'ils ont pu tirer ici. Parce que c'est une question d'échange. Ce n'est pas tout simplement que nous recevons, mais ceux qui viennent former, ils reçoivent quelque chose et ils sont en mesure de pouvoir apporter quelque chose sur place. Donc, nous tenons à ce que ces ponts soient maintenus entre le nord et le sud, mais également entre le sud, parce que les réalités d'un pays à un autre diffèrent. Donc, globalement parlant, voilà comment dirais-je, les réponses que je voulais apporter par rapport aux questions qui nous ont été soumises. Et vraiment, je dirais encore une fois, je crois qu'il y a une question qui nous a été posée pour dire est-ce que le document, la révision, le processus de révision a commencé? Le processus de révision n'a pas commencé. Vous savez, quand le cabinet du secrétaire d'État a été mis en place, l'une des premières actions du secrétaire d'État a été de demander à savoir qu'on nous fasse une présentation de la politique nationale. Et c'était l'ancien directeur général qui est venu faire un exposé. Au sortir, le secrétaire d'État a dit « Je ne sais pas où se trouve ce document, mais je ne le présente pas au chef de l'État. » Donc, globalement, professeur Bouba, professeur Ndioro, monsieur Moubarak, voilà les éléments de réponse que je voudrais apporter. En vous remerciant encore une fois vraiment, ça a été un très, très grand plaisir d'avoir échangé avec vous. Et comme je dis, c'est toujours bien d'échanger avec des gens qui ne sont pas des acteurs gouvernementaux parce que ça vous permet de faire un pas en arrière, d'apprécier positivement et négativement les actions que nous sommes en train de faire. Je vous remercie encore. Merci, monsieur le directeur, pour votre réponse à l'ensemble des questions qui vous ont été adressées. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre courtoisie et pour la pertinence des réponses. Alors, je voudrais demander à Oucha et à Madame Gaye si elles peuvent, en 1 minute chacune, dire si elles sont satisfaites. Oui. Pas du tout. Alors, ensuite, je vais vous dire ce que j'ai retenu comme élément de synthèse. Donc, Oucha. Voilà, merci beaucoup, professeur. Très brièvement, je dirais oui. Et je dirais un grand merci à tous les panélistes d'avoir accepté l'invitation pour ce e-panel. Je suis vraiment très satisfaite d'abord parce que je vois une volonté de tous les acteurs et les actrices qui ont participé à reprendre la politique. Je pense que ça déjà, c'est un acquis de cet échange, de voir que tous les acteurs sont prêts à retravailler la politique et à se mettre aussi au travail et qu'il y a même la volonté du plus haut niveau de son Excellence, Monsieur le Président. Et j'ai beaucoup apprécié aussi la perspective holistique qui a été soulignée pas mal de fois dans le débat parce que je pense que c'était M. Assoba qui a dit souvent quand on parle de migration, on pense à la migration du Sénégal vers l'Europe. Mais ce n'est pas que ça, bien sûr. Il y a l'immigration, il y a l'émigration, il y a la migration sous-régionale et intra-africaine qui est très, très importante et qui doit être prise en compte dans cette politique migratoire. Ce n'est pas seulement les Sénégalais qui se rendent en Europe qui devraient être concernés.
Et en dernier point, je voudrais aussi saluer le point qui a été soulevé par professeur Ndiaye, que c'est très, très important la souveraineté de chaque État dans ces débats sur la migration. Là, je suis tout à fait d'accord. Et la Fondation Heinrich Böll serait prête à accompagner, je dis bien accompagner, et à accompagner à créer des plateformes d'échange pour que ces positions qui reflètent les intérêts et les besoins du Sénégal puissent être échangées, puissent être bien élaborées pour qu'on puisse ensemble avancer sur une politique migratoire qui tout d'abord respecte les droits humains, et c'est ça qui est fondamental pour la Fondation Heinrich Böll, de pouvoir arriver à Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Abi Sarr pour le Remidef. Donc, merci, professeur. C'est juste pour dire que vraiment, je suis très satisfaite vraiment des interventions. Je disais que on avait quand même eu, je vous ai dit au début que il y a, sur la démarche, on avait quelques remarques qu'on avait fait, c'est surtout par rapport à l'implication de l'ensemble des acteurs, mais aussi surtout la souveraineté nationale par rapport à la définition d'une politique nationale migratoire. Ça, c'était une question qu'on avait posée, mais aussi, surtout, par rapport à l'aspect concernant les migrants qui vivent au Sénégal. Nous avons ici, le Sénégal est un pays d'accueil, et il y a des réfugiés et des demandeurs d'asile qui vivent au Sénégal. Je pense que c'est un volet important et que le ministère de l'Intérieur devrait jouer un rôle dans la définition de cette politique-là. Vous l'avez dit, professeur, par rapport aux autres ministères. Je pense que c'est un ministère clé par rapport à la question sur les migrants qui vivent au Sénégal. Je pense que si on regarde un peu par rapport au projet, même en cours de réflexion, à un moment donné, on nous avait demandé de proposer des projets qu'on va mettre dans le document. Vous pouvez regarder dans les projets. Nous, on leur a dit que ce n'est pas notre rôle à ce niveau de la réflexion de proposer des projets. Le problème, ce n'est pas de proposer des projets. Le problème, c'est de définir une politique nationale. Et nous avons écrit officiellement pour dire qu'en tout cas, de notre côté, nous refusons de soumettre des projets. Et ça nous a valu un peu des critiques, mais c'est pour revenir un peu sur ce que le professeur Ndiaye a dit sur le contenu de document. Alors, si les projets ont été intégrés là-bas, vous les regardez. Il y a peut-être 2 ONG membres du REMIDEF qui ont eu à déposer leur projet, mais on leur a dit que ce n'est pas la vocation du comité de réflexion et ça ne doit même pas figurer dans le document de politique nationale qui doit être présenté au niveau exécutif. Voilà ce que je voulais ajouter. Sinon, vous remercier vraiment par rapport à l'expertise et à la recherche des débats, mais aussi aux questions pertinentes qui ont été posées. Et je vais demander, juste puisque le temps, le 18h est déjà passé, qu'après la synthèse, que le professeur Bouba Diop, notre doyen, puisse clôturer les débats. Encore merci à tout le monde. Merci, Abi. J'espère qu'on a réussi à faire en sorte que tous les panélistes et tous les intervenants qui le souhaitent aient pu s'exprimer. Alors, merci donc à vous tous. Nos amis allemands disent Danke. Et je m'excuse parce que ich bin ein fleißiger Schüler. Jërëjëf, pour ceux qui parlent Wolof. Yombul, c'est pas facile d'équilibrer. Bon, merci au team manager, merci à tous. Je voudrais, en 5 minutes, partager avec vous, avant qu'on lève la séance, ce que j'ai retenu. D'abord, l'initiative est salutaire. Tout le monde a estimé que c'est une initiative courageuse. 2, alors, le contexte, que ce soit Covid-19, PSE amélioré, les efforts de l'OIM, de l'Union africaine, tout cela concourt à ce que, ma foi, on travaille de manière à faire en sorte qu'on ait une bonne politique de migration. On retient aussi
Troisième élément, que la matière existe. Il y a des matériaux aussi. Il faut certes les compléter, mais il y a de la matière et des matériaux. Quatrième élément que j'ai retenu, les techniciens aussi sont là, ils existent. Mais le plus important, c'est les défis. Alors, les défis, il y en a beaucoup. D'abord, la maîtrise du panorama, c'est bien le dessiner. Les acteurs, qui sont-ils? Les institutions, les acteurs sociaux, les acteurs académiciens, les acteurs financiers, les acteurs forces de travail, les acteurs qui ont des capitaux. Tout cela, c'est des acteurs. Il faut aussi une inclusion. Inclusion dans la pensée et dans l'action. Mais il faut surtout une bonne participation de tous. Il faut aussi, par ici, une bonne coordination. Bon, il y a deux idées. Que le leadership soit assumé soit par les affaires étrangères qui l'ont fait pendant très longtemps, et qui puisse être appuyé par les finances, la planification, les autres ministères, culture, travail, etc., etc. Bon, que les affaires étrangères soient facilitateurs, ou bien une autre option, une coordination à partir des Sénégalais, des ministres des Relations extérieures, ou bien une primature, on ne sait pas du tout quel est le nouvel attelage, on ne sait pas. Mais que ce soit au niveau de la présidence, l'essentiel, c'est qu'il y ait une prise en charge qui permette non seulement cette coordination, la solidarité, mais surtout qui permette de régler les problèmes des enjeux de qualité, d'efficacité, d'équilibre, des enjeux de vision, de développement équilibré et des enjeux pour des objectifs de développement à atteindre et l'épanouissement de tous les acteurs. Des défis concernant l'articulation entre le local, le national, le sous-régional, le régional et l'international. Par où il faut passer, s'agit-il du Conseil présidentiel, l'Assemblée nationale, tout cela, les acteurs aussi qui doivent donner leur point de vue. L'essentiel, c'est qu'il y ait un plan d'action, qu'il y ait un organigramme clair, des responsabilisations à tous les niveaux, dans tous les espaces. C'est ça que j'ai retenu. Bien entendu, je crois qu'on a parlé de triangulation tout à l'heure, mais il faut s'inspirer des triangulations de l'ONU, de l'UNESCO, à savoir que la question des migrations, ça se joue aussi dans les zones frontalières. Donc, le recentrage vers l'Afrique. Je rappelle que l'ONU et l'UNESCO ont eu des programmes où Sénégal, Mali, Mauritanie, Gambie, ils ont le même programme pour avancer. Donc, il y a tout cela à mettre en œuvre. Et je crois qu'en plus de la coopération avec le Nord, il y a la coopération sud-sud. Et donc, il y a cette triangulation, non seulement au niveau local, mais au niveau également des zones frontalières. Tout cela est à mettre en avant. Je termine en retenant qu'il y a un engagement de tous les acteurs à participer dans la formulation ou la reformulation. Ça dépend de ce qu'on veut y mettre, de la politique des migrations. Et je pense que dans cette reformulation, c'est un conseil. Il ne faut pas oublier les étrangers qui vivent parmi nous. Il ne faut pas oublier les coopérants qui se disent coopérants. Nous, on nous appelle les immigrés, mais eux, on les appelle les coopérants. Donc, il faudrait une vue holistique et poser les problèmes de réciprocité, les problèmes de souveraineté. C'est ça la politique. Merci beaucoup et à la prochaine.